Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire numéro 8 qui va traiter aujourd'hui des conduites addictives en milieu professionnel. Ce partenariat que nous menons là, depuis 2020 avec la Direct Occitanie et l'ensemble des acteurs du PRST s'inscrit en fait dans une logique de prévention des risques professionnels où par l'intermédiaire de ces webinaires, on incite donc à une culture de la prévention et également on propose également des ateliers collectifs de l'accompagnement individuel sur les chambres de commerce territoriales. Donc ceci est réalisé avec l'ensemble des acteurs du PRST. D'ailleurs aujourd'hui une majorité d'entre eux qui sont experts en leur domaine vont intervenir sur les différentes parties de ce webinaire. Donc, ça va s'articuler en 6 temps. Donc, sur la première partie, on va définir en fait ce qu'on appelle une conduite addictive. Dans un second temps, on verra un petit peu les mécanismes et pourquoi elle s'implante dans le milieu professionnel. Ensuite, un rappel réglementaire viendra clôturer cette partie-là. Puis, on passera un petit peu sur les parties actions, en fait, comment y répondre avec une approche collective en entreprise. Puis, enfin, un outil qui vous sera présenté et qui sera basé sur un cas concret. Et puis, le dernier temps, ça sera un temps d'échange. Donc, pour cela, utilisez l'espace conversation qui est à votre disposition et posez vos questions au fil de l'eau. Du coup, on est deux à co-animer ce webinaire. Donc, moi-même, Vincent Garneau, qui suis chargé de projet pour la CCI Occitanie, et ma collègue de la Chambre de commerce de Montauban et Tarn-et-Garonne, Viviane Sampara. Donc, on reprendra en fin de webinaire vos questions qu'on posera aux intervenants. Si jamais on n'a pas le temps de finir de répondre à l'ensemble des questions, vous avez la possibilité du coup dans le dernier point qui est un questionnaire de satisfaction de laisser vos coordonnées pour que vous puissiez être recontacté. Au fil de ce webinaire, du coup, il y aura des sondages qui sont tous anonymes. Nous, ils vont nous permettre un petit peu de connaître le contexte de votre entreprise et aussi de savoir vos pratiques. Ça permettra de donner un peu de dynamisme et d'avoir votre retour au fil du webinaire. Les supports vous seront communiqués post-webinaire et ainsi que le replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Du coup, je vais maintenant céder la parole pour la première partie au docteur Célia Toulouse. Bonjour à tous. Tout d'abord, je me présente. Donc, Célia Toulouse. Je suis médecin du travail. J'ai également un diplôme universitaire en addictologie. Donc, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce qu'est une addiction au sens médical du terme. Donc, la définition qu'on utilise le plus souvent à ce jour, c'est celle de Goodman, qui l'a décrit en 90 comme un comportement qui vise à reproduire du plaisir ou à soulager un malaise et la possibilité répétée de contrôler ce comportement malgré la de ses conséquences négatives. Vous remarquerez que dans le titre de ce webinaire, on a parlé de conduite addictive et pas d'addiction. C'est pas pour rien. En fait, le terme d'addiction, ça représente la maladie. Le dernier stade, on dira. Du coup, c'est la slide d'après. On va juste lancer le sondage numéro 1. Ah, oui, on peut aussi lancer le sondage avant. Qui nous permettra d'avoir un premier rapport sur... Voilà, donc on vous propose un premier sondage comme annoncé. Vous avez la possibilité de répondre en y cliquant. Donc, parmi ces propositions concernant l'addiction, laquelle était le fausse? Voulez-vous tester sur ça? On a un peu spoilé une partie des réponses quand même. Ah, ça y est, je vois que les premières... je me posais une question, savoir si ça fonctionnait bien pour tout le monde, parce que je ne voyais pas les résultats. Je vois que les premiers résultats commencent à arriver. Donc, on vous laisse encore 20 secondes pour répondre. Et ensuite, on partagera
On partagera du coup les résultats avec l'ensemble des participants. C'est pas noté, hein, n'ayez pas peur de participer. On ne vous en voudra pas si c'est faux. C'est une question difficile. Les derniers sont en train de répondre. Donc, c'était une question à choix, voilà, choix unique. Hein. Puisque s'il n'y a pas de piège, normalement, il n'y a qu'une seule fausse réponse. Non, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Quand même, ce serait pas gentil déjà. Donc, s'il y en a qui hésitent encore, on vous laisse 5 secondes. Après, je vais du coup mettre fin au sondage et partager les résultats. On va partager les résultats. Donc, je vous laisse la main pour commenter. Et bon, bah, c'est super. Je trouve que déjà la majorité a bien répondu, mais de toute façon, c'est des choses dont je vais parler pendant le diaporama. Donc, c'est parfait. Hop. On peut passer à la slide d'après. Donc, comme je disais, dans le titre de ce webinaire, vous voyez qu'on a parlé de conduite addictive, on n'a pas parlé d'addiction. Donc, c'est pas pour rien, c'est parce que l'addiction, en gros, on va dire que ça représente le dernier stade, c'est la maladie. Avant d'en arriver à une addiction, il y a plusieurs stades. Hein, on ne devient pas addict du jour au lendemain. On évolue plus ou moins lentement d'un stade à l'autre en fonction de plusieurs facteurs de risque qu'on verra tout à l'heure. Donc, au début, on a l'abstinence, bien sûr, on n'a jamais consommé, l'usage simple, une consommation unique, non problématique, ou le mésusage, dont on va reparler derrière. En gros, donc le terme de conduite addictive, ça inclut tous les comportements, de l'usage simple jusqu'à l'addiction. Ça inclut aussi les produits psychoactifs, mais aussi les conduites addictives comportementales. Ce terme, on l'utilise le plus souvent parce qu'en prévention, ce qui nous intéresse, c'est d'agir avant l'addiction, c'est d'agir sur l'usage simple, c'est sur l'usage à risque. Au niveau de l'addiction, en général, on est plutôt au niveau du soin. Voilà. Sur la slide d'après, donc, je parle des critères qui sont utilisés en psychiatrie pour poser le diagnostic d'addiction. On en a 11, je vais vous les détailler rapidement. En gros, la première chose, c'est l'incapacité de remplir des obligations importantes, qu'elles soient professionnelles, par exemple, ou personnelles, familiales. Ensuite, il y a l'usage lorsque c'est physiquement dangereux. Par exemple, en conduisant sur un toit, par exemple, couvreur ou autre. Il y a aussi des problèmes interpersonnels ou sociaux, par exemple, des séparations avec le conjoint, problèmes avec les enfants, problèmes juridiques, problèmes au travail. La tolérance, en fait, c'est le fait de devoir augmenter les doses pour reproduire le même effet. C'est quelque chose qui signe un peu la dépendance. On a le sevrage. Le sevrage, en gros, c'est un ensemble de symptômes qui apparaissent quand on arrête de consommer la substance pendant une certaine période. Donc, quand on arrête une activité. Ça peut être psychique ou physique. Par exemple, dans l'alcool, je ne sais pas si vous connaissez le terme de délirium tremens, ça a ironiquement donné son nom à une bière, mais c'est en gros un ensemble de symptômes qui va d'hallucinations visuelles, souvent les gens voient des animaux, ça va jusqu'à la crise d'épilepsie qui parfois peut être mortelle. C'est pourquoi c'est important de proposer un accompagnement, que c'est pas si simple d'arrêter quand on est addict. Ensuite, on a la perte de contrôle sur la quantité qui est absorbée et le temps qui est dédié à la consommation. Le désir ou les efforts persistants pour diminuer la consommation, le temps consacré qui augmente de plus en plus, soit à la recherche du produit, alors ça va dépendre du produit bien sûr, il y en a qui sont plus faciles d'accès que d'autres, les activités qui sont réduites au profit de la consommation, le fait de continuer malgré des dommages physiques ou psychiques, et le craving. Le craving, qu'est-ce que c'est? C'est l'envie vraiment irrésistible. Je ne sais pas s'il y a des fumeurs parmi vous, mais par exemple, vous devez connaître la sensation quand il y a une réunion qui dure 4-5 heures, qu'il n'y a pas de pause, qu'on n'en peut plus et qu'on a vraiment envie de fumer, qu'on va tout casser. Et bien, c'est le craving. Ça existe pour pas mal pour toutes les addictions, et c'est des choses qu'on peut retrouver même après l'arrêt, voire même plusieurs mois, plusieurs années après l'arrêt. C'est ça qui rend aussi, entre autres, l'arrêt très difficile. Bon, en gros, au bout de 2 signes, on commence à se poser des questions. On parle d'addiction légère. Entre 4 et 6, il faut commencer à chercher de l'aide. On parle d'addiction modérée. Au-delà de ces critères, c'est une addiction qu'on considère forte et une aide est indispensable. Dans cette diapo, je vais essayer de vous décrire très rapidement ce qui se passe au niveau cérébral.
Je ne vais pas vous faire un cours complet d'anatomie, hein, d'accord? Donc, c'est très, très résumé. Ce que je veux vous retenir, c'est vraiment qu'il y a des modifications réelles du fonctionnement cérébral quand on a une addiction et que c'est des choses qu'on a objectivées vraiment par IRM en comparant des personnes addictes et des personnes non addictes. Donc, au niveau du cerveau, on a ce qu'on appelle en fait un circuit de la récompense qui utilise plusieurs zones de la mémoire, du plaisir, etc. En gros, à la base, c'est fait pour stimuler les actions qui sont nécessaires à la survie, comme boire, manger, se reproduire, etc. Normalement, quand on remplit un de ses besoins, le cerveau il sécrète de la dopamine. On est content, ça fait une sensation de plaisir. Quand un de ces besoins n'est pas accompli, qu'on en ressent le besoin en tout cas, il y a un malaise qui apparaît, ça va activer une autre zone du cerveau et on va chercher comment aller mieux, comment apaiser ce malaise. En gros, si on a faim, ça une partie du cerveau, la mémoire va dire la dernière fois que j'ai eu faim, hein, tiens, dans le frigo, est-ce qu'il n'y a pas un peu de gâteau? Voilà. Bon. Les produits psychoactifs et certains comportements aussi, comme le sport par exemple, activent une sécrétion importante de dopamine. Le risque, c'est que le cerveau, il intègre carrément en fait, ce produit dans son équilibre de fonctionnement et il peut en faire un besoin au stade ultime, hein, il peut en faire un besoin aussi essentiel que de manger. Hein. C'est-à-dire que dans les cas extrêmes, on en arrive à délaisser les autres activités et même les besoins alimentaires. On a beaucoup malheureusement de patients addicts qui presque ne mangent plus. Hein. Le reste, ça devient secondaire, on n'arrive plus à avoir du plaisir avec le reste des activités. Bon, en tout cas, elle est tellement moindre que ça ne nous importe plus. Il y a une expérience qui est intéressante qui a été faite dans les années 50 avec un rat. Ils avaient réussi à mettre une aiguille au niveau à peu près du circuit de récompense. Et en gros, le rat pouvait activer un levier qui lui activait du plaisir, hein, donc de la dopamine. Le rat, il a préféré appuyer sur le levier jusqu'à en mourir plutôt que d'avoir ses comportements habituels de manger, boire et de se reproduire. Donc ça explique pas mal de choses. Donc, en gros, ce que je veux vous expliquer à travers de cette diapo, c'est qu'une addiction, c'est pas un manque de volonté comme on peut l'entendre malheureusement encore. C'est vraiment une pathologie qui a des conséquences cérébrales et qui est chronique, qui malheureusement peut être grave et peut même malheureusement amener à la mort. Ce qui est important d'intégrer aussi, c'est que on n'est pas tous égaux face aux risques d'addiction. Donc, il y a plusieurs facteurs qui favorisent le fait de développer une addiction. Tout d'abord, il y a la vulnérabilité personnelle, l'âge, le sexe, les antécédents de santé, aussi la génétique. Hein. On a identifié certains gènes qui favorisent l'addiction. Il y a aussi des facteurs qui sont liés à l'environnement de la personne, ses relations familiales, amicales, l'accessibilité du produit, le milieu professionnel, bien sûr, la culture, etc. On a enfin les facteurs qui sont liés aux produits. Chaque produit n'a pas le même potentiel addictif. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup plus de gens qui deviennent dépendants de la cigarette ou de l'héroïne que du cannabis, par exemple. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas comme addiction, mais ce n'est pas le même risque. Il y a aussi l'image sociale du produit qui compte. Hein. L'alcool n'a pas la même image que par exemple le cannabis ou la cocaïne, mais pourtant il y a des dégâts qui sont quand même assez importants et le mode de consommation qui importe aussi. Depuis tout à l'heure, je vous parle de produits psychoactifs, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Un produit psychoactif, en fait, c'est un produit qui agit sur le système nerveux. Donc là, je vous ai fait une liste, mais ce n'est pas exhaustif. Ces produits n'ont pas tous la même fonction. Hein. Il y en a certains qui sont dépresseurs. Dépresseur, ça ne veut pas dire qu'on devient dépressif, même si ça peut être une complication des addictions sur le long terme, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que ça a tendance plutôt à ralentir le fonctionnement du cerveau, donc on cherche plutôt à réduire l'anxiété, à apporter du calme, voire parfois même le sommeil. D'autres sont plutôt stimulants. Le tabac, la cocaïne, ça va être plutôt stimuler, rester réveillé, se concentrer. Après, on a les perturbateurs du système nerveux central. Donc là, ça va modifier la perception des choses autour de nous. Ça peut provoquer des problèmes visuels, ça peut provoquer des changements d'humeur, mais aussi des hallucinations, par exemple. C'est le cas, par exemple, du cannabis, notamment du THC. Je vous ai parlé d'addiction comportementale tout à l'heure. En gros, c'est des addictions qui ne nécessitent pas d'apport extérieur de produits. Les deux qui sont reconnus officiellement pour l'instant, c'est les jeux vidéo et les jeux de hasard et d'argent. Nous, on en soupçonne beaucoup plus. Ça va petit à petit, les recherches avancent. Au travail, on parle notamment de plus en plus des conduites addictives qui sont liées aux technologies de la communication de l'information et des addictions au travail lui-même, qui est plus connu sous le nom de workaholisme.
Voilà, donc là, c'était une présentation rapide un peu de l'addiction, des conduites addictives. Notre rôle, et pourquoi on est là aujourd'hui, c'est d'agir sur les différents facteurs de risque qui sont modifiables, hein, que j'ai évoqués tout à l'heure, les facteurs environnementaux, pour éviter de passer de l'usage simple au mésusage, voire à l'addiction. Donc c'est là tout l'intérêt d'inclure ce risque dans le plan de prévention, sachant que le travail, c'est un facteur environnemental qui est important, on y passe une bonne partie de sa vie, et on sait qu'il y a parfois un lien fort entre la consommation et l'activité professionnelle. Donc je vais laisser Sandrine Koenig vous expliquer tout ça, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Célia. Du coup, pendant que Sandrine va se présenter, je vais préparer le sondage numéro 2 qui va nous permettre de lancer ce deuxième temps. Tu peux mettre l'autre diapo. Voilà. Bonjour à vous. Donc, je suis Sandrine Koenig, psychologue du travail depuis 15 ans au service prévention des risques professionnels à la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Je vais vous présenter en 3 pages, 3 points. Donc, le constat sur les liens, donc le constat actuel sur les liens entre travail et pratiques addictives. Ça prend en compte effectivement plutôt les produits au niveau des chiffres plutôt que les comportements, mais ça en fait partie également. Ensuite, les origines de ces pratiques dans le cadre du travail, ce qui est un cadre qui nous permet d'avancer sur ce 3e point, c'est-à-dire sur les questions pour aborder la prévention des risques professionnels. Donc, auparavant, on vous présente la question sondage. Donc, on vous demande simplement est-ce que vous pensez que le travail peut favoriser les pratiques addictives. Donc, oui, non. On vous laisse une minute pour répondre. En tout cas, vous êtes nombreux à répondre. Oui, c'est vrai que c'est un peu plus court que la lecture de la première question. Allez, on laisse 10 secondes au dernier pour se décider. Il n'y avait pas de piège là non plus. Bon, il y en a qui répondent aussi sur le chat. Très bien. Allez, du coup, on va partager les résultats. Donc, pensez-vous que le travail peut favoriser les pratiques addictives? Vous avez été très, très nombreux, 94%, à répondre oui et 6% à répondre non. Effectivement, aujourd'hui, notre présentation à tous, c'est pour vous parler effectivement des pratiques addictives en lien avec le travail et comment agir sur cet environnement de travail, justement, pour limiter en tout cas le développement ou la création ou le développement en tout cas de ces pratiques addictives. Donc, pour les 5 qui ont répondu non, à réfléchir, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. Donc, je vais poursuivre. Et ce que nous observons aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il y a de nombreuses études, c'est une augmentation des consommations et des conduites addictives chez les actifs occupés. Les actifs occupés, c'est la population active qui travaille parallèlement à la population active qui est en recherche d'emploi. C'est aussi, ça concerne donc les produits psychoactifs, c'est-à-dire l'alcool, les médicaments et des drogues, et des pratiques comportementales, comme vous disiez Célia tout à l'heure, sans produit, que ce soit les technologies d'information et la communication. On en parle beaucoup aujourd'hui avec le développement du numérique et le télétravail, et ce webinaire, donc, les jeux, également le sport, le sexe et le travail. Ce que nous observons, c'est un rapprochement des consommations des produits entre actifs occupés et demandeurs d'emploi. Alors, quel mécanisme? Je vous propose donc une petite animation réalisée cette année par la CARSAT Midi-Pyrénées avec le partenaire Caisse primaire d'assurance maladie 31, donc de Toulouse. Et on vous propose cette animation. Il n'y aura peut-être pas de son, mais vous inquiétez pas, le son n'était que de la musique. Donc, on va vous mettre l'animation. Le film, voilà, il n'y a pas le son, mais…
Il suffit de lire en fait. C'est assez simple. Donc là, vous avez vu Histoire sans parole, mais tout était écrit. Hein. Je pense que cette animation de 2 minutes 30 peut voilà, résumer à elle seule ce qui se passe. Je vais poursuivre sur l'autre diapositive. Voilà, et on vous laisse le lien pour aller là. Voilà, on a un espace bibliographique en fin de webinaire qui vous sera communiqué. Le lien pour le film, ne pas hésiter à le diffuser en entreprise. Tout à fait, vous aurez la musique en plus. Donc, on peut identifier 3 origines de ces pratiques dans le cadre du travail. On parle d'importation pour des pratiques personnelles importées dans l'entreprise. On parle d'acquisition, où il s'agit de pratiques générées par des habitudes ou le fonctionnement de l'entreprise, la culture d'entreprise, on peut dire. Et on parle également d'adaptation pour tenir face aux contraintes du travail. Alors, pour agir en prévention des risques professionnels, on va rechercher, analyser ce qui se passe dans le travail, dans les situations de travail réelles. Et donc, on va s'intéresser plus particulièrement à cette origine d'acquisition et d'adaptation dans le cadre de l'environnement de travail. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le travail? Ce que l'on peut observer au niveau de l'acquisition, ce sont des habitudes du secteur, de l'entreprise, du service ou d'un métier. Ça peut être la consommation de produits lors de pots, lors de repas d'affaires, lors d'événements, départ à la retraite. Ça concerne les usages des technologies de l'information et de la communication. Il s'agit souvent de rester informé, de gérer ses mails, de toujours être connecté. Également de rester tard au bureau ou de rester tard dans le cadre de son télétravail chez soi, mais connecté, d'emporter donc du travail aussi, de développer, en tout cas de faire des activités sportives répétées entre midi et 2 heures avec des collègues. Tout cela concerne effectivement ces origines d'acquisition. Enfin, concernant la question d'adaptation, pour s'adapter au travail, pour faire face, c'est une stratégie qui peut être collective.
On prend en compte là les conditions de travail difficiles, les horaires atypiques, c'est aussi pour tenir le coup, être vigilant dans son travail, rester éveillé. Il s'agit aussi de faire face aux pressions psychologiques, que ce soit le stress, des violences au travail, le sentiment d'insécurité. On en parle aujourd'hui avec la période que l'on vit et qui risque de durer encore un certain nombre de mois. Lors de changements également, et il y a beaucoup de restructuration dans les entreprises ou en tout cas de réorganisation. Ça concerne aussi les situations de travail qui peuvent générer des douleurs, les troubles musculo-squelettiques, de par le port de charge, le travail répétitif sous contrainte de temps. Il y a nombre de personnes effectivement qui prennent des médicaments psychotropes pour faire face à ces douleurs. Cela peut concerner des accidents du travail qui ont pu engendrer des traumatismes encore existants. C'est aussi les situations d'adaptabilité continue, et on en parle aujourd'hui, avec les changements des métiers ou les changements au sein d'un même métier, les changements d'organisation ou de mode de relation de travail. Et donc, pour cela, pour agir en prévention des risques professionnels, il est essentiel, il est nécessaire d'interroger via les salariés, les dirigeants compris, les situations de travail réelles. Cette boucle des addictions que je vous présente là, qui a été réalisée par les partenaires Midi-Pyrénées, vous oriente sur les interrogations sur l'interrogation des situations de travail. C'est effectivement en quoi le travail peut entretenir ou développer des pratiques addictives. Donc, il s'agit en bas, la forme verte, d'interroger le travail, les situations réelles, l'organisation, les habitudes aussi du fonctionnement de l'entreprise pour effectivement rechercher des causes et trouver des solutions. Et donc, je vais laisser la partie réglementaire prendre la suite à ma présentation. Bonjour à tous, Christian Montpouillat, je suis Bonjour à tous, Christian Montpouillat, je suis ingénieur de prévention à la Directe. Dans cette séquence qui porte sur le rappel réglementaire, nous allons aborder quatre points. L'obligation de sécurité, nous allons aborder également le document unique. On va également aborder les dispositions par rapport aux références santé-sécurité au travail et nous finirons par le règlement intérieur. Alors, en ce qui concerne l'obligation générale de prévention, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat relative à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs. Il met en œuvre des mesures d'information et de formation et met en place une organisation et des moyens adaptés. Cette obligation de prévention implique de sa part le respect des principes généraux de prévention. Alors, les principes généraux de prévention, effectivement, ils sont au nombre de 9. Juste à titre de rappel, ces principes généraux permettent à l'employeur derrière de préserver la santé physique et mentale des travailleurs et d'améliorer les conditions de travail. Il s'agit, par exemple, d'éviter les risques, d'évaluer les risques qui ne peuvent être évités, d'adapter le travail à l'homme et de planifier la prévention. Alors, la planification de la prévention passe par l'intégration de 3 éléments, la technique, l'organisation du travail et les conditions de travail, sans oublier effectivement les relations sociales, les influences des facteurs ambiants. La suivante. Alors, le document unique est une obligation réglementaire. Effectivement, l'établissement du document unique est une obligation réglementaire qui date de la publication du décret du 7 novembre 2001. Donc, ça ne fait que 19 ans qu'on en parle. Donc, il est fait obligation à l'employeur de formaliser les résultats de son évaluation à travers ce document. Au-delà de l'aspect réglementaire, ce document, c'est aussi un outil de prévention. D'ailleurs, un outil de prévention qui s'inscrit dans une démarche collective qui renforce également au niveau de l'entreprise le dialogue social en impliquant les représentants du personnel, les membres du CSE, C2SCT,
et les syndicats. Et d'ailleurs, l'ensemble du personnel, les dirigeants, les managers, les ouvriers, les opérateurs, voilà, toutes les personnes qui interviennent au niveau de l'entreprise. La suivante. Le sondage, du coup, c'est bon pour cette partie. Sondage. Voilà, vous devez l'avoir à l'écran. Donc, c'est savoir si vous avez justement intégré ces risques de conduite addictive dans votre document unique. Donc, est-ce qu'il y a un choix unique, oui ou non, pour savoir justement où est-ce que vous en êtes. Donc, je vois que la majorité d'entre vous ont répondu. On laisse voilà, 10 secondes pour les derniers avant de partager les résultats. Les réponses s'équilibrent. On va vous partager du coup les résultats. Alors, c'est un résultat qui se rapproche assez justement de la réalité, c'est-à-dire que on a 50-50 en termes de réponses par rapport à l'intégration des conduites addictives dans le DUR. Ceci se rapproche justement de la réalité, c'est-à-dire qu'une entreprise sur deux a établi son document unique, par ailleurs. Donc, il y a 49% des réponses positives par rapport à l'intégration des risques liés aux conduites addictives dans le DUR et 51% de réponses négatives. Donc là, il y a effectivement une marge de progrès à faire pour toutes les entreprises qui ne l'ont pas encore fait. Et l'idée du webinaire, c'est aussi de donner les informations nécessaires à ces entreprises pour pouvoir effectivement prendre en compte ce risque et l'intégrer dans le DUR. Alors, Vincent, c'est la diapositive d'avant, s'il te plaît. Et donc, non, pas celle-ci. C'est pas grave. Et donc, effectivement, par rapport aux acteurs mobilisables dans le cadre de la prévention des risques liés aux conduites addictives, on a tout d'abord le service santé au travail qui est un acteur majeur pour la prévention des risques professionnels et la préservation de la santé des travailleurs en contribuant au maintien dans l'emploi. Et par rapport au service de santé au travail, il y a 4 piliers qui encadrent les missions de cette structure. Le premier pilier, c'est de décliner des actions d'entreprise, donc des actions réalisées par l'équipe pluridisciplinaire des services santé au travail. Ensuite, de conseiller l'employeur, les travailleurs et les représentants du personnel, de promouvoir la prévention primaire en matière de stratégie de prévention, de suivre et d'accompagner les salariés dans le cadre de la surveillance médicale, d'assurer la traçabilité et la veille sanitaire. Voilà les 4 piliers des services de santé au travail. Et d'ailleurs, par rapport aux services de santé au travail, il y a une obligation qui incombe aux services de santé au travail de prévenir la consommation des substances d'alcool et des substances psychoactives. Donc, prévenir les conduites addictives au milieu professionnel, plus clairement. Il y a bien d'autres acteurs qui existent. Dans la liste que vous avez sur la slide, il y a la Caisse régionale de santé au travail, donc les CARSAT. En Occitanie, on a la chance d'en avoir 2. La Mutualité sociale agricole, l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment aux travaux publics, l'OMPA et les IPRP. Alors, s'agissant du règlement intérieur, c'est un document qui est obligatoire pour les entreprises ayant au moins 50 salariés. C'est un document qui porte sur deux aspects. Le premier aspect, c'est les mesures d'hygiène
et de sécurité. Le second aspect, c'est sur les mesures disciplinaires. Et donc, sur ce document, il est effectivement question d'indiquer toutes les règles de sécurité auxquelles les salariés seront soumises, et aussi de construire un cadre juridique ou un cadre par rapport aux actions à mettre en place, aux mesures de prévention, avec le CHCT et le CSE. Et C2SCT. Donc, effectivement, sur le règlement intérieur, il y a 3 points essentiels à retenir. Le premier point, c'est les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et sécurité au travail. Le deuxième point, sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés et participer à la demande de l'employeur au rétablissement des conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité. Le dernier point concerne les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment sur la nature et l'échelle des sanctions qui peuvent être prises par l'employeur. Je passe la main à François Auriol qui va vous exposer la démarche collective en matière de prévention. Oui, bonjour à tous. Donc François Auriol, donc je travaille à l'ANPA, qui est l'Association nationale de prévention en alcoolologie et dictologie, présente partout en France. On est 1700 salariés. En Occitanie, nous sommes 200 salariés et nos missions sont de 3 ordres. Le soin, donc travail avec médecins, psychologues et travailleurs sociaux, des centres de soins partout sur le territoire et notamment en Occitanie, dans les 13 départements, de façon assez bien éparpillée pour être à proximité de nos patients. Discret mais très connu par les personnels de soins. La prévention avec des collègues qui interviennent sur tous les sujets et moi-même donc qui gère le service formation sur la région Occitanie et pour le site sud qui représente les 5 grandes régions du sud de la France. Et j'interviens aussi auprès des entreprises en tant qu'IPRP sur cette thématique des conduites addictives. Donc là, l'intervention sur 2 planches va être la première de vous présenter les axes d'une démarche collective, ou du moins je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut être qu'une démarche collective de l'approche du problème des conduites addictives en entreprise. Et la deuxième planche qui sera sur les outils de la démarche, parce qu'il y en a, et là encore, qui viendra conforter cette idée d'un travail collégial. Donc le premier axe sur lequel la démarche doit s'appuyer, c'est donner du sens. Et très souvent, les entreprises, en lien moi, avec les services de santé au travail, il peut y avoir des actions de formation, de sensibilisation, de la documentation qui est donnée auprès des salariés. Et ça, c'est souvent la partie collective, c'est-à-dire dans le sens où on s'adresse à des groupes. Maintenant, cette action peut être individuelle, et j'y reviendrai notamment par le biais d'entretiens qui peuvent se faire sur l'ensemble avec une politique notamment menée par un CSE par exemple. Ça, c'est donner du sens, expliquer les choses, et comme l'a fait Célia précédemment ou Sandrine, c'est de comprendre ce que c'est que les conduites addictives, l'addiction, que c'est une pathologie, etc., etc. Ensuite, il y a accompagner chacun. Accompagner chacun, et c'est souvent aussi une demande des employeurs, c'est j'ai un salarié qui a des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben oui, il y a aussi ce temps-là dans la démarche de prévention, qui sont parfois des arbres qui cachent la forêt, et c'est aussi le problème très souvent dans cette urgence, comment on peut accompagner chacun. Et chacun et pas forcément dans prendre la porte, non, c'est la protection du salarié, le retirer à certains moments de son poste de travail pour éviter les risques, et là on est sur la sécurité. C'est la consultation, les orientations, comment elles peuvent se faire en lien avec le service de santé au travail, qui est quand même votre interlocuteur premier, et aussi au sein même de l'organisation de travail, l'aménagement de poste, voire éventuellement le reclassement si ça le nécessite. Donc c'est vraiment avoir une ouverture de la focale de la prévention la plus large possible et essayer de répondre à l'ensemble des problématiques qui vont se poser quand une conduite addictive ou quand il y a un sujet tel que celui-là qui doit être amené sur la table de l'entreprise. Et il y a celui qui a déjà été présenté, je pense, de façon assez claire précédemment, Vincent, voilà, c'est disposer d'un cadre cohérent.
Si on reprend le triangle donné, c'était tout à l'heure, dans les vulnérabilités, il y avait les vulnérabilités individuelles, il y avait l'environnement, et notamment l'environnement de travail, et ensuite les usages, les produits ou outils numériques et autres qui pourraient être utilisés. Enfin, addiction sans substance. Disposer d'un cadre cohérent est essentiel aussi dans cette démarche, et on ne peut pas donner du sens ou accompagner des gens, autrement on va s'essouffler, si on n'a pas un cadre cohérent au sein de l'entreprise, qui passe par des conditions de travail qui sont à réfléchir, et on revient à la question posée tout à l'heure, en quoi le travail peut entretenir ou développer des pratiques addictives. Il y a le document unique dont on parlera après mon intervention, et il y a aussi les outils qui sont déjà dans l'entreprise ou, s'ils n'y sont pas, à y mettre aussi, le règlement intérieur, voire éventuellement des chartes. On parle notamment du charte du droit à la déconnexion actuellement dans les entreprises ou collectivités. Voilà. Et c'est l'ensemble de ces trois axes-là qui crée la cohérence d'une démarche en entreprise. Voilà. Et on ne peut pas y travailler seul. Donc, je vous présente là un tableau, à la suite, Vincent, tu pourras le donner, à double entrée, pour vous donner des outils, en même temps, les plus concrets possibles, qui sont à prendre en compte et ne pas rester sur la focale, une seconde, oui, peut-être, si tu veux revenir avant, une focale où c'est des sensibilisations salariées, ou à la base, en bas, c'est je ne sais pas quoi faire, docteur, il faut qu'on le sorte de l'entreprise. Souvent, c'est ces deux extrêmes. Il y a plein de choses à faire au milieu, et donc je vais essayer là, donc en reprenant les trois cercles que vous avez vus précédemment, donner du sens, accompagner chacun, disposer d'un cadre cohérent, dans tout ça, mettre dans des tiroirs, notamment des actions qui peuvent être menées. Alors, sur la partie gauche, à l'information, un peu plus loin, en rappel du cadre en dessous, signalement, voire mesures et sanctions. Donc, donner du sens, on peut estimer qu'on est plus sur des actions collectives pour qu'il y ait une prise de conscience, une compréhension de la lecture de la situation, du sujet ou de la thématique par le plus grand nombre dans l'entreprise. Donc, je l'écris en noir. Ce qui est écrit en violet comme entretien annuel, c'est des choses que l'on peut faire individuellement. Alors, je reprends. Le premier, c'est la sensibilisation. Si vous prenez le premier cas en haut, il y a le CSE, les managers, le personnel peuvent être sensibilisés. Il y a la documentation, j'en ai parlé, sur les produits, sur la législation, comme évoqué par Christian juste avant. Les risques, avec les responsables, les référents santé-sécurité. Et il y a aussi l'entretien annuel. Alors là, je m'arrête juste un instant là-dessus. J'ai quelques entreprises que j'ai pu suivre et qui ont, lors d'entretien annuel ou bisannuel, enfin, suivant la logique de l'entreprise, c'est d'utiliser ces temps, on dirait, un peu particuliers, où on s'arrête avec un salarié pour que le manager, individuellement, avec chacun des membres de son équipe, puisse aborder une thématique prédéfinie au départ. C'est-à-dire un CSE qui pourrait dire, cette année, on va mettre la priorité, on voudrait parler du sommeil, pour sortir du champ, mais on pourrait parler des conduites addictives, pareil. Et on dit, cette année, on aimerait pouvoir l'évoquer avec chacun des salariés. Et donc, on peut ou former les managers, ou donner des outils type documentation, plaquettes, pour que chacun des managers, à chacun des entretiens annuels menés dans son entreprise, il puisse aborder le sujet et ouvrir sur la discussion. Ça donne une sensibilisation individuelle, mais collective. Et des espaces où parfois des informations peuvent se croiser et un manager dire des choses qu'il n'oserait pas dire sans avoir un objet tiers qui est la plaquette ou l'information. Ça peut être aussi, dans le donner du sens, des rappels du cadre. Rappel de cadre part de la formation, même si la formation est aussi au-dessus, de l'affichage quand on prévient, et aussi notamment des quarts d'heure sécurité où on peut redéfinir certaines procédures dans certaines entreprises. Pour donner du sens, il y a plein d'éléments et qui ne sont pas juste de la sensibilisation collective, ça passe par plein de canaux. Pour accompagner chacun, là on peut imaginer effectivement que le sujet est beaucoup plus individuel, mais c'est donc à l'individuel les consultations médicales et le service de santé au travail
qui va aborder l'aspect santé. Et sous cet angle santé, par les infirmiers et les médecins, on va questionner les salariés et c'est un moyen d'aborder la thématique. Mais ça peut être en entreprise des affichages d'adresses de lieux de soins spécialisés. Aujourd'hui, on utilise beaucoup dans notre champ des autoquestionnaires où les gens peuvent mesurer leur usage d'alcool, leur usage de tabac, leur pratique des écrans. J'ai vu dans les questions les téléphones portables, etc., etc. Donc, il y a tout un tas d'autoquestionnaires qui existent, qui sont sur des sites. Tapez questionnaire addiction, addictologie, et vous aurez tout un tas de questionnaires faciles d'accès. Il y a aussi les entretiens. Alors, dans le rappel du cadre, je mets les entretiens sécurité, qualité, relationnel, image. Je reviens là-dessus. Ce sont les entretiens qui, on parle travail. Et dans le cadre du travail, tout en restant à sa place pour un manager, sous l'angle de la sécurité, sous l'angle de la qualité du travail, sous l'angle du relationnel d'équipe ou de l'image de l'entreprise, est habilité à aborder des problèmes qu'il pourrait y avoir sur le lieu de travail de telle ou telle personne. Il n'est pas habilité, le manager, à parler santé. La santé, c'est le SST qu'il aborde. C'est des fois un frein majeur pour ne pas aborder les conduites addictives en disant c'est un problème de santé. Peut-être, mais au travail, pour le manager et toute personne, même l'entourage, les collègues de travail, ce n'est pas un problème de santé, c'est un problème de sécurité au travail, de qualité au travail, de relationnel d'équipe et d'image de l'entreprise éventuellement. Et sur ce titre-là, à ce titre-là, on est totalement légitime au travail d'aborder la question. En dessous, on a le signalement et éventuellement les mesures et sanctions, où là, il y a le retrait du poste pour sécurité, pour protéger, comme on a pu le voir, l'orientation médicale avec le service de santé au travail dans la boucle, et on l'organise, on va le voir juste après, les suivis en entreprise, qu'ils soient collectifs ou individuels, et malheureusement aussi de notre côté, et là c'est surtout, on le voit aussi en lien avec les services de santé au travail, tout ce que on va voir, des reclassements, des personnes en inaptitude ou des arrêts maladie. Et là c'est sur le volet, souvent on le voit beaucoup médical, que des décisions peuvent se prendre, ou du moins c'est un appui. Si je passe sur disposer d'un cadre cohérent, dans ce champ-là, on va y retrouver le document qui va être présenté là, juste après. C'est notamment le document unique, qui est un document qui va permettre de balayer l'environnement de travail et en quoi les produits pourraient notamment générer des usages sur le lieu de travail, des pratiques culturelles, etc. Et le plan d'action qui est associé, qui va avec. Ensuite, dans le rappel du cadre, il faut bien voir que déjà dans la grande majorité des entreprises, peut-être pas toutes, il y a peut-être des manques, mais il y a des documents de référence. Que dit le contrat de travail sur les attentes en termes de qualité au travail, de l'image? Que dit le règlement intérieur? Que disent les notes de service? Y a-t-il des contrôles prévus? C'est possible. Y a-t-il des affichages obligatoires? Y a-t-il des chartes qui cadrent, qui peuvent être rappelées aussi à l'ensemble et qui parfois balisent déjà pas mal la vie au travail et qui peuvent protéger chacun ou du moins légitimer chacun pour intervenir. Dans tout ce qui est signalement et mesures et sanctions, en parallèle, je dirais, du cadre où il y avait le retrait du poste, on a la procédure de retrait. Est-ce qu'il y a une procédure de retrait qui a été écrite pour sortir quelqu'un qui sera en difficulté sur son poste de travail? On voit que là, on est dans l'individuel plutôt. Les fiches constats. Avez-vous des fiches constats pour retirer quelqu'un de son poste de travail? Est-ce qu'on organise, est-ce qu'on a des outils pour des entretiens hiérarchiques professionnels et administratifs? On n'est pas là pour faire l'entretien médical. Je le dis parce que c'est parfois des confusions qui se passent dans certaines entreprises. Et suivant les entreprises, certaines vont jusqu'à planifier, organiser et du moins mettre une procédure sur des contrôles ou des fouilles. Mais ça, c'est suivant je dirais, la notion de sécurité de l'entreprise. Et dans les mesures et sanctions, il y a aussi, donc, qui revient souvent à des choses que l'on retrouve dans le règlement intérieur, qui sont les lettres d'avertissement, les modalités de changement de service, voire licenciement, qui est là du domaine administratif. En montrant ce panel-là d'outils qu'il y a autour de la démarche de prévention, voilà, je voudrais dire, ce n'est pas l'affaire d'un employeur, ce n'est pas l'affaire d'un référent santé-sécurité, ce n'est pas l'affaire d'un manager seulement, c'est l'affaire de tous, avec le service de santé au travail, voire des personnes extérieures,
Mais je tiens à dire que c'est un équilibre qui doit être trouvé entre ces trois axes en essayant de prendre en revue les écrits, les actions de sensibilisation et la posture aussi vis-à-vis des salariés et le document unique, un item majeur que vous allez voir dans la séquence suivante avec mes collègues. Voilà, je sais que Vincent, il y a un questionnaire. Voilà, on va le lancer tout de suite du coup. On vous sollicite justement pour connaître un petit peu votre position et quelles seraient pour vous donc les actions prioritaires que vous pourriez mettre en place voilà, dans votre organisation et comment vous pourriez vous y prendre en fait, soit par des intervenants externes notamment, avec de l'accompagnement individuel ou collectif. Je vois que vous êtes encore nombreux à répondre. On vous laisse encore une vingtaine de secondes pour conclure. Le temps aussi à François de préparer une synthèse de vos réponses. Sachant que pour le coup, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, on est tranquille. Ok, donc je vois que c'est stabilisé. Voilà, donc, allez, c'est stabilisé. On va partager les résultats avec tout le monde. Bon, une quarantaine de pourcents qui sont plutôt pour des sensibilisations collectives de l'ensemble du personnel. Je vois un premier qui émerge. Ensuite, évaluer les risques professionnels, donc les conduites addictives dans ce grand champ de l'évaluation des risques. Suivi de l'accompagnement collectif par des intervenants externes. Oui, c'est ça. Et individuel, accompagnement individuel par des intervenants externes. D'abord collectif par des intervenants externes. Ok, je comprends. Oui, ben c'est. Alors, c'est ce que moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise piste, mais ce que je veux dire, du moins dans ce que vous avez vu, il ne faut pas s'arrêter. Je pense que la question ne dit pas ça. Il ne faut pas s'arrêter aux sensibilisations juste collectives de l'ensemble du personnel et se frotter les mains et se dire j'ai fait mon job de prévention, d'information et ça suffirait. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un ensemble et une cohérence à avoir au sein de l'entreprise sur les questions du travail et notamment de ce qui se passe. Et le document unique est, à mon avis, un outil très aidant là-dessus. Et les sensibilisations collectives, effectivement, seront un moyen, un levier pour mettre tout le monde dans la démarche de logique et peut-être changer certaines pratiques culturelles au sein de l'organisation de travail. OK. Merci. Je passe la main à... François, on passe sur la partie du coup suivante avec la présentation de l'outil. Bonjour à tous. Je suis Gwenaëlle Perche, donc je suis responsable aux prévention et conditions de travail au centre de gestion de la Haute-Garonne. Et avec Cécile Prade et Roland Vérac du service de santé au travail Muret-Comminges, nous avons présenté un outil qui permet d'intégrer les conduites addictives dans le document unique. Donc peut-être pour commencer, on a encore une petite question à vous poser avant de vous présenter plus concrètement l'outil. C'est le dernier sondage. Voilà, je me lance tout de suite. Donc l'idée, voilà, c'est bien évidemment de savoir si vous disposiez déjà d'outils d'évaluation, sachant que derrière, on va vous en présenter un. Donc du coup, je vois que les votes sont stabilisés. Si les derniers veulent répondre, je leur laisse 5 secondes. Et sinon, Gwenaëlle va vous présenter les résultats. Donc voilà, le partage de résultats, je pense que les réponses sont unanimes. Tout à fait. Alors ça va, alors c'est rassurant pour nous. Alors, en fait, effectivement, si on vous pose la question, c'est que pour nous, ça a été une forte problématique. Donc, pour vous expliquer un peu la genèse qui a permis d'arriver à créer un outil, si tu peux juste avancer, Vincent, s'il te plaît, sur la diapo.
c'est que cette question, on se l'est posée entre plusieurs acteurs, donc avec François Auriol que vous avez juste eu avant, une étudiante en psychologie du travail et à plusieurs préventeurs. On s'est fait le constat, dans les documents uniques qu'on peut voir, qu'on accompagne en termes de services de santé au travail, on ne retrouve pas ou peu l'évaluation du risque lié aux conduites addictives. Alors, pas, c'était le plus souvent, et bon, vous étiez tout à l'heure 49% du coup à ne pas l'intégrer, et peu parce que quand c'était évalué, quand on le retrouvait, c'était souvent une question très globale, voilà, un risque qu'on retrouvait une fois et qui ne collait pas à l'activité réelle et à l'évaluation réelle des situations de travail. Pourquoi est-ce qu'on ne le retrouvait pas? Alors déjà, nous, dans les structures qu'on pouvait accompagner, on a pu constater que ce n'était pas vraiment un besoin, une demande, une attente en fait, par manque de culture, parce qu'effectivement, on l'a dit plusieurs fois, c'est une question qui est taboue, qu'on aborde peu. Donc ça ne venait pas spontanément en fait, de la part des différents acteurs qu'on accompagnait. Mais nous aussi, on a fait le constat qu'on manquait de méthodologie. Comment vraiment pouvoir aborder le sujet et évaluer par unité de travail ces risques liés aux conduites addictives. Donc, on a décidé de constituer un groupe de travail où on s'est mis un objectif, donc vraiment d'avoir une méthodologie, un outil qui soit accessible facilement de tous dans les différentes structures qu'on accompagne, et qui permettent d'évaluer de façon objective les risques liés aux conduites addictives par unité de travail en vraiment évaluant le travail réel. Comme tous les autres risques, en fait, on ne se poserait pas la question de mettre une seule fois dans un document unique le risque chimique ou tout autre risque physique, par exemple. Et par la même occasion, parce qu'on n'était pas toujours à l'aise non plus en tant que préventeur avec cette thématique, ça nous permettait aussi de pouvoir commencer à en parler et d'instaurer en fait un dialogue sur donc la thématique taboue, comme on l'a vu plusieurs fois, et très souvent réduite à des questions simplement individuelles dans lesquelles on n'interrogeait pas le travail, ou on n'analysait pas le travail. Donc là, je vous renvoie à toute la présentation qu'a pu faire Sandrine Koenig en début de partie. Alors, on a fait le choix pour ça, en fait, d'aborder donc l'évaluation des risques liés aux conduites addictives dans une continuité après l'évaluation des risques psychosociaux. Parce que pour nous, c'était une logique. On allait poursuivre au-delà de l'analyse des risques psychosociaux, de l'analyse des conditions de travail. Le lien pour nous était clairement établi entre les risques psychosociaux et les conduites addictives. Ça nous paraissait un prérequis pour pouvoir aller sur cette thématique. Mais ça ne voulait pas dire, sans pour autant qu'on excluait toute autre relation possible des conduites addictives avec d'autres risques, des risques physiques, notamment le mésusage de médicaments pour tenir par rapport aux manutentions manuelles, etc. etc. Donc, ce n'est pas un lien exclusif, mais c'est pour nous une relation nécessaire et une continuité essentielle. Donc, peut-être pour vous présenter donc, les différentes étapes de l'outil. Vincent, si tu peux juste... passer, merci. Donc d'abord, effectivement, la première étape, c'est en 3 phases. La première étape, c'est que déjà la structure ait réalisé son document unique. Donc on va récupérer le modèle de document unique interne, donc avec l'évaluation des risques physiques. Et on va procéder à l'évaluation des risques psychosociaux. Alors des fois, on arrive directement, l'étape 1 et 2 ont déjà été faites en interne par des structures. On ne refait pas l'évaluation des risques psychosociaux. Évaluation qui aura été réalisée par unité de travail. Donc, nous, on l'aborde sur la méthodologie qui est proposée par l'INRS. Donc là, je vous renvoie à la brochure ED 6140 qui décrit l'évaluation, l'intégration des risques psychosociaux dans le document unique. Et on s'appuie donc sur les 7 familles de risques psychosociaux. Et dans l'étape 3, on va donc amener 3 nouvelles familles de risques pour évaluer les risques liés aux conduites addictives. Donc, on reprend les 3 items, les 3 vecteurs que vous a présentés tout à l'heure Sandrine Koenig, donc l'adaptation, l'acquisition et l'importation. Alors, ce n'est pas fondamental de rester dans ces 3 familles, mais ça nous permet de nous guider et puis de replacer à chaque fois à quoi sont liées les différentes situations dangereuses.
Et donc, pour nous guider dans cette évaluation et rechercher vraiment les différentes situations, on a créé un questionnaire. Donc, on va reprendre 19 questions qui vont permettre d'interroger les différents types de pratiques addictives, que ce soit aux substances ou des addictions comportementales, par rapport à ces 3 familles, adaptation, acquisition et importation. Donc là, je vais laisser la parole à Roland Vérac et à Cécile Prade, alors Cécile en premier, qui vont vous illustrer donc, au travers d'un cas concret, donc vous présenter l'outil pour que vous puissiez mieux visualiser notre réflexion et comment se dispose l'outil. Bonjour à tous, donc je suis Cécile Prade, je suis PRP au service de santé au travail Muret-Cominges. Donc je vais vous présenter un petit peu l'outil, qui est un outil Excel, qui est composé de 3 onglets. Donc, dans le premier onglet, vous trouverez un petit peu un schéma qui donne les 3 niveaux de prévention. Donc, sachant que cet outil-là est quand même destiné à une évaluation sur le niveau de prévention primaire, qui a aussi une réflexion en cours avec un guide méthodologique qui est en cours de préparation pour évaluer les risques sur les autres niveaux de prévention. Dans le deuxième onglet, du coup, nous allons avoir un petit guide d'utilisation qui vous indique donc les 2 grandes parties constituées par l'outil. La partie de gauche qui sera l'aide à l'analyse, où vous aurez tout le process de questionnement par famille de facteurs de risque. Et ensuite, sur la partie de droite, donc, selon les situations à risque identifiées, ce sera la partie qui s'intégrera en fait dans le document unique de la structure. Et donc dans le troisième onglet, vous trouvez l'outil lui-même, donc avec ces 2 parties-là. Partie de gauche, vous aurez tout le processus de questionnement par famille de facteurs de risque et à l'intérieur des familles, les différentes dimensions concernées. Ça peut être l'alcool, le tabac, ça peut être les comportements aussi. Et donc, sur la partie droite, qui s'intégrera au document unique de la structure, donc, les colonnes sont proposées vierges pour les animations, mais il y a aussi du contenu qui peut alimenter les échanges si le groupe de travail manque un petit peu d'idées, en particulier au niveau des mesures de prévention et de protection à mettre en place. Donc, on va vous présenter un cas concret. Un exemple d'une évaluation qui a eu lieu dans un syndicat des eaux sur une unité de travail de relève de compteurs. Et donc, le groupe de travail qui a fait cette évaluation était composé de représentants de l'unité de travail et d'un animateur qui est le préventeur du service de santé au travail. Donc, ça va être un extrait, bien sûr. On ne va pas vous présenter l'évaluation complète. Puisque pour chacune des 19 questions, donc vous aurez 3 colonnes dans l'outil. La colonne de la famille concernée, la colonne qui précise un petit peu la dimension concernée. Donc ici, on va vous présenter l'extrait qui concerne la partie alcool. Et ensuite, 3e colonne, donc le processus de questionnement. Donc pour exemple, sur cette thématique-là qui a été réalisée, donc sur la famille acquisition, sur la thématique alcool, le questionnement, c'était un petit peu de voir s'il y avait des consommations sur ou hors lieu de travail qui étaient organisées ou non par l'employeur, avec ou sans son autorisation, qui se déroulaient pendant ou alors hors temps de travail. Donc ça peut être la galette des rois, un pot d'anniversaire, un pot de départ à la retraite ou encore un rendez-vous commercial. Et donc, dans la mesure où il y a des événements comme ça qui se produisent, est-il arrivé que des consommations excessives ou des états d'ébriété soient constatés? Ou encore des accidents qui seraient survenus à l'issue de telles manifestations? Et enfin, avez-vous recensé des indicateurs en lien avec cette problématique-là, comme des visites médicales à la demande ou une réorientation médicale? Voilà, je vais vous laisser Roland, mon collègue, présenter la situation donc, qui a été identifiée suite à ce questionnement. Bonjour, je m'appelle Roland Vérac, je suis PRP au SSTMC, Muret-Cominges. Donc là, en fait, suite au questionnement qui a été présenté par Cécile précédemment, en fait, le groupe de travail a décrit en fait la situation dangereuse qu'il rencontrait.
Alors, c'était la situation dangereuse, comme vous pouvez le voir à l'écran. En fait, c'était l'organisation de réunions de service qui était faite une fois par mois. Bon, l'objectif, c'était de créer une cohésion d'équipe puisque leur travail quotidien était réalisé de manière isolée. Alors, ces réunions de service ont été faites pendant les horaires de travail, mais en fait, elles se prolongeaient au-delà de la fin de l'horaire et elles allaient au-delà, donc, avec un moment donc, un peu plus convivial. Ça se faisait soit dans la salle de repos ou alors dans le jardin du syndicat, en fonction un peu du climat. En fait. Et une fois que la réunion était terminée, en fait, régulièrement, bon, ben voilà, il y avait des consommations d'alcool. Donc là, c'est ce que décrivent les gens, hein, le groupe de travail, ce qu'ils ont décrit pendant l'animation. C'était, bon, il y avait des consommations de bière, ricard, vin, etc. Il y avait quelques nourritures aussi. Ça pouvait être, il y avait des chips, cacahuètes, mais des fois, ça pouvait être accompagné de grillades, etc. Et voilà. Donc, l'alcool était aussi fourni par le responsable de service. Donc, voilà. La situation, là, était identifiée, décrite donc, par le groupe de travail. Donc, suite en fait, à cette description, en fait, l'animateur va amener le groupe de travail à réfléchir en quoi cette situation, identifiée comme dangereuse, quel risque elle pouvait provoquer. Donc, ça pouvait, bon, ils ont identifié que ça pouvait créer effectivement des tensions, de l'agressivité entre personnes, ce qui était déjà arrivé en fait. Ça pouvait arriver dans un risque potentiel, c'était qu'il y ait un accident mortel hein, lors du retour à domicile ou une noyade, puisque des fois l'événement en fait, se passait au bord de la Garonne, suivant le temps. Et puis, dans tous les cas, des consommations excessives d'alcool. Donc, dans la continuité toujours, l'animateur interroge en fait, mais face à cette situation, qu'est-ce qui a été mis en place au sein de la structure? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Donc là, le groupe de travail n'a pas trouvé en fait de mesures existantes et donc là, on note aucune mesure existante. Ce qui a permis après de faire réfléchir le groupe de travail sur la cotation. Alors ici, on ne vous propose pas de grille précise de cotation parce que chaque structure a sa propre grille et le Code du travail n'impose pas une grille de type en fait. Donc là, on s'est aperçu qu'avec le groupe de travail, on est arrivé à identifier que la gravité, c'était à son maximum parce qu'on avait quand même potentiellement un accident mortel qui pouvait survenir suite à la manifestation. La fréquence, on restait sur du mensuel, donc ça apparaît en jaune. La maîtrise, elle apparaît en rouge parce qu'il n'y avait aucune maîtrise, parce qu'il n'y a aucune mesure existante dans les mesures existantes. Et ce qui donnait en fait un risque résiduel qui était voilà, dans les rouges, dans la couleur rouge. Donc, toujours en suivant, l'animateur en fait commence à réfléchir avec le groupe de travail à quelles mesures pourraient être prises, sachant que bon, ces moments de rencontre en fait étaient aussi un facteur protecteur vis-à-vis des risques psychosociaux, puisque c'était un moment convivial, les gens étaient isolés dans la semaine et on avait ce moment d'échange, etc. Donc, on a réfléchi en fait et l'animateur donc aide à la réflexion. Les personnes ont commencé à proposer, à dire bon, peut-être ne pas proposer d'alcool à chaque réunion, peut-être établir une procédure d'organisation des pots, puisqu'il y avait d'autres pots qui s'organisaient par ailleurs. Donc, ça pouvait être des départs à la retraite, des anniversaires, etc., comme ça a déjà été évoqué. Et donc, ils ont suggéré, par exemple, qu'il y ait un accord de l'employeur déjà, des propositions de boissons sans alcool, la mise à disposition aussi systématiquement de nourriture, pour faire un peu référence au Code du travail sur la section restauration et repos, encadrer les consommations autorisées par le Code du travail sur les quantités par personne, etc., la mise à disposition d'éthylotests en autocontrôle et puis surtout la conduite à tenir pour retour à domicile. Donc ça, c'est des suggestions qui ont été amenées par le groupe de travail. Donc ça, c'est le rendu final du groupe de travail. Donc le groupe de travail, alors certaines fois, ça se passe directement en saisie numérique avec projection sur grand écran. Des fois, ça se fait au tableau, puis après, on recopie tous les éléments qu'on a mis au tableau. Donc, on vous a fait une petite photo en fait d'un travail fait sur le tableau. Donc là, c'est voilà, un aperçu un peu de ce qui est de l'échange du travail fait par le groupe de travail. Et suite à ça, en fait, comme tout travail, après, c'est soumis à l'arbitrage donc de l'employeur avec la définition et puis la mise en œuvre d'un plan d'action derrière. Donc, cet outil, on en est à donc l'outil que vous avez à disposition sur le PRST3, c'est la version 4. C'est vrai qu'on est en train de travailler une version 5. Donc, on a expérimenté cet outil dans plusieurs structures, en fait. Et ça a été testé dans 8 structures, donc avec des nombres de travailleurs variant de 2 à 60 travailleurs.
Et on voit que c'est des structures, on l'a testé dans des structures assez différentes en termes d'activité, parce qu'on a fait des abattoirs, des structures d'aide à domicile, des bars-restaurants, services de santé au travail, puisqu'on l'a expérimenté nous-mêmes, des structures liées à l'événementiel, ESAT, collectivités territoriales, transport routier. Donc, on a, voilà, pour l'instant, on est vraiment au début. Et on a quelques verbatims qui sont ressortis un peu de ces premières expériences sur le terrain. Donc, c'est vrai que voilà, ça évite de cibler l'individuel. Je vous laisse un peu les découvrir. Il y a un fil conducteur aussi qui permet d'aborder le sujet de manière factuelle. Ça permet aussi de ne pas se focaliser que sur le problème des importations en entreprise. Ça, c'est un point clé aussi. On aborde ce sujet sur le plan collectif. Donc, voilà, je vous laisse les découvrir. Et je passe la parole à Gwenaëlle pour la conclusion. Donc, pour conclure, c'était une illustration. Hein, on vous a vraiment présenté un extrait de l'outil parce que, d'abord, comme tous les documents uniques, hein, ce sont souvent des gros tableaux qui ne sont pas forcément très lisibles sur le format de visio, mais n'hésitez pas à aller consulter l'outil complet. Donc, vous pouvez le consulter directement en téléchargeant le support là, du webinaire, mais aussi il est disponible sur le site du Plan régional santé-travail. Donc voilà, vous pouvez le consulter, l'utiliser et aussi nous solliciter si vous avez besoin de plus d'explications par rapport à l'outil. En tout cas, pour nous, il nous a permis de répondre aux objectifs qu'on s'était fixés, puisque aujourd'hui, quand on intervient dans les structures qu'on accompagne, ça nous permet d'avoir un guide dans lequel on va pouvoir s'appuyer pour vraiment évaluer dans chaque unité de travail des situations dangereuses, d'être vraiment de coller au travail réel et de rester dans le seul cadre du travail, hein, puisque on l'a vu encore et je le répète à nouveau, on est vraiment souvent sur des représentations de seules importations ou de problématiques individuelles. Donc voilà, là on est vraiment plus dans le concret. C'est un réel levier pour aborder la thématique parce que quand on arrive à l'intégrer dans le document unique, derrière, ça débouche vraiment sur des actions concrètes, ça impulse vraiment une prise de conscience qu'on est sur un enjeu de prévention collectif. Et au-delà, on va sur des sensibilisations, on va sur la création d'outils qu'a pu vous présenter François Auriol, sur des procédures, sur vraiment d'autres outils. Comme vous l'a dit aussi tout à l'heure quand elle vous le présentait, Cécile, là on est vraiment dans une dimension de prévention des risques primaires, mais on peut aller aussi au-delà et on commence aussi à réfléchir sur des outils pour analyser les événements quand ils sont survenus, qui sont liés à des conduites addictives. Donc voilà, en rentrant par le document unique, on arrive vraiment à avoir un autre regard, une autre approche et c'est ce que nous a permis en fait cet outil très guidant. Vraiment en pointant du doigt les différents vecteurs, l'acquisition, l'adaptation, l'importation et la dimension collective. Donc aujourd'hui, on a des expérimentations qui nous semblent plutôt positives. On a échangé avec d'autres professionnels, on a toujours des échanges constructifs qui nous ont permis d'améliorer l'outil. Comme disait Roland, c'est la version 4 qui est disponible. On est en train de peaufiner la version 5. Bon, c'est des tout petits réajustements à la marge. Surtout, nous, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, à le consulter, à partager vos retours d'expérience. Et aussi, pour ceux qui ont déjà des outils, puisqu'il y en avait quelques-uns qui avaient déjà un peu des outils, mais on est vraiment très preneurs parce que voilà, on a avancé, nous, dans notre coin, mais il y a sûrement d'autres choses à voir ou peut-être des choses qu'on a oubliées. Donc, ça va être le temps des questions. Donc, voilà, merci de votre attention pour cette présentation et je crois que c'est Vincent qui reprend la parole pour les questions. Oui, c'est ça, avec Viviane, du coup. Donc, merci à tous pour vos présentations. Donc, voilà, on a synthétisé les questions qui ont pu être posées. On va essayer de les poser dans un ordre chronologique, et voilà, pour repartir un petit peu de la définition, ensuite les aspects réglementaires et puis les outils pour suivre un peu la trame qui avait été celle du webinaire. Donc voilà, est-ce que Viviane est là du coup? On peut rallumer sa webcam et également... Oui, c'est bon. C'est bon. Bonjour. L'ensemble du coup des intervenants et après je vous demanderai du coup d'allumer votre micro pour répondre. Viviane, je te laisse du coup
peut-être poser la première question. Oui, alors juste le temps de mettre bien le... Ah, ça défile. Alors... Une question de définition. Alors, il y avait... Rappel, hein. Je suis désolée, voilà. Oui, donc il y avait une question, je reprends parmi les premières questions un peu sur les définitions du terme addiction. Si donc quelqu'un qui demande s'il y a des critères, enfin sur ces critères, est-ce qu'il y a des coefficients d'importance? Je vais peut-être répondre, parce que j'ai présenté cette partie-là. Non, il n'y a pas de coefficient d'importance. Tous, en tout cas au niveau du DSM, qui est le guide en psychiatrie, ces 11 critères ont la même importance, mais comme je l'ai présenté juste après, peut-être que vous avez eu la réponse juste après, en gros, c'est plutôt le nombre de critères qui va nous inquiéter. Donc, au bout de 2 critères, on commence vraiment à parler d'addiction et à se dire qu'il faut commencer à se poser des questions. Alors, je vois juste, je suis désolée, je vois en direct la question de la différence entre l'addiction et la dépendance, et je trouve ça intéressant parce que ça va avec. L'addiction, c'est la maladie, c'est ce que je vous ai décrit tout le long de ma présentation. Hein. Donc, c'est à partir du moment où on a plus de 2 critères, on va dire, sur ces 11 critères. Par contre, la dépendance, c'est pas exactement la même chose. La dépendance, ça peut juste être ce qu'on appelle la dépendance, en fait, que ce soit physique ou psychique. Ça va être en fait surtout sur la tolérance et le sevrage. C'est-à-dire, vous savez, il y avait 2 critères. Il faudra revenir sur la diapo que j'ai présentée. La tolérance, ça va être le fait d'avoir besoin de consommer plus pour avoir le même effet. Et le sevrage, c'est les effets qu'on a quand on s'arrête de consommer. C'est ces 2 signes qui signent la dépendance. Mais la dépendance ne signifie pas forcément l'addiction. Alors, c'est pas forcément facile à intégrer, mais par exemple, on a des personnes qui peuvent être dépendantes à un médicament parce qu'elles sont malades, parce qu'elles ont des douleurs extrêmes, qui peuvent avoir un syndrome de manque. Quand elles arrêtent ce médicament-là, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont addictes, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a ce mécanisme derrière qui est impliqué, mais il y a quand même une dépendance physique ou psychique. Pas dire qu'elle a les mêmes conséquences qu'une addiction. Voilà. Merci pour ces compléments. Oui, du coup, je vois que certains ont mis des messages sur le chat. On prend 15 minutes de questions, ce qui nous permettra de finir à 16h, ce qui était l'horaire prévisionnel. Et si jamais il y a des questions complémentaires, juste après le temps d'échange, il y a un questionnaire de satisfaction qui vous permet du coup de vous signaler et d'être recontacté par votre conseiller local. Donc, on est jusqu'à 16h ensemble pour l'espace d'échange et ensuite on enchaînera sur juste un questionnaire de satisfaction. On vous demande de rester 2 minutes. C'est important pour nous d'avoir ces chiffres. Est-ce qu'il y avait des compléments sur ces premières questions ou on passe à la seconde? Alors, j'essaie de regarder un petit peu pour regrouper parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui sont apparues au fil du chat. Alors, il y a des remarques qui sont peut-être pas des questions, mais beaucoup qui tournent autour de la difficulté de s'apercevoir de certains comportements d'addiction par des médicaments. Au niveau aussi, il y a eu les réponses qui ont été apportées au fil des présentations sur pas seulement des addictions dues à l'alcool ou autres consommations, mais aussi avec les nouvelles technologies, les téléphones, etc. Donc oui, un petit peu sur comment faire sur des comportements qu'on ne voit pas aisément dans l'entreprise, mais où il peut y avoir des risques d'addiction. Donc, il peut y avoir un petit complément par rapport à ces constats. Je ne sais pas qui c'est qui peut répondre. Je veux bien prendre la parole pour répondre. En fait, ce que vient de vous dire Célia, il y avait les réponses. On n'est pas là pour voir si les gens ont une addiction ou pas dans l'entreprise. L'addiction est une maladie, elle sera évaluée en cabinet médical par des professionnels de la santé et tout ira bien ainsi. Ce qui est important dans l'entreprise, c'est de repérer éventuellement des conduites addictives
qui sont repérables sur l'entreprise et qui sont, ce que j'ai un peu exprimé dans ma présentation, y a-t-il, posons-nous les questions, cette personne en face de nous, est-ce que chacun salarié, nous-mêmes, avons-nous, y a-t-il des problèmes de sécurité au travail? Y a-t-il des problèmes de qualité du travail? Y a-t-il des problèmes de relation avec les managers, avec l'équipe au travail? Toujours dans le cadre du contrat de travail pour lequel on est embauché et on est présent au travail. Et y a-t-il des problèmes d'image liés à des comportements, à des usages au travail? Si à ces 4 données-là, la réponse est non dans une, je dirais, évaluation de l'individu qu'on a en face de nous, alors tout va bien, il n'y a pas de problème au travail, donc on poursuit. On n'est pas là dans l'entreprise à devoir chercher quels sont les usages des uns et des autres, parce qu'on pourrait être surpris de qui consomme et qui ne consomme pas, mais on est plutôt là à évaluer est-ce que la qualité, la sécurité, le relationnel, l'image du travail est en lien avec le contrat de travail pour lequel chacun de nous sommes embauchés. Et on en reste là. Et s'il y a problème, à ce moment-là, on ira questionner, on ira orienter la personne vers des services de santé au travail qui, eux, feront leur job d'évaluation sanitaire de la personne éventuellement. Parler d'addiction au travail, c'est l'explication de Célia, c'est expliquer l'addiction. Mais aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse au travail, c'est les 4 critères dont j'ai parlé et qui sont suffisants pour l'employeur. Voilà, me semble-t-il. Je passe la main à mes collègues s'ils veulent poursuivre. Pour rajouter, effectivement, pour ajouter, c'est la problématique sur les pratiques addictives et un certain nombre d'entreprises les rencontrent. C'est une porte d'entrée qui justement permet d'interroger les situations de travail et des difficultés possibles en fait dans ce monde du travail. Par rapport à ce que je disais en termes d'acquisition de par le fonctionnement de l'entreprise, sa culture et des comportements, ou par rapport à le fait de faire face à des difficultés sur les risques psychosociaux ou dans d'autres risques professionnels, sur des peurs aussi par rapport à l'incertitude. Et ça doit permettre effectivement l'interrogation sur les pratiques addictives, interroge le travail en fait et les difficultés dans le travail. Donc ça c'est sûr. Et puis effectivement, moi, c'est-à-dire qu'en général, l'idéal, en fait, quand un employeur a un questionnement par rapport à une éventuelle conduite addictive d'un salarié qui, comme a dit François, soit perturbe l'entreprise ou soit pose question parce qu'on s'inquiète pour le salarié, ou les deux souvent. L'idéal, c'est quand même de prendre d'abord contact avec le médecin, de lui exposer la situation. D'accord, nous, on est là, bien sûr, on est à disposition pour discuter de ça avec vous. Et c'est après aussi d'expliquer aux salariés pourquoi vous l'envoyez chez le médecin. Ça, je précise là-dessus parce qu'on a parfois certains employeurs, et je comprends, c'est parce que vous êtes démunis, vous ne savez pas comment gérer la situation, mais qui nous envoient les salariés sans forcément expliquer aux salariés pourquoi il vient. Et nous, on se retrouve un peu en difficulté parce que déjà, le salarié, il est là, il dit oh, je ne sais pas ce que je fais là, peut-être que c'est la visite périodique. Bon. Et puis après, pour aborder le sujet, c'est compliqué. On est aussi, nous, obligés d'aborder le fait que c'est l'employeur qui l'a envoyé. Et il peut y avoir un manque de confiance à ce moment-là. C'est beaucoup plus simple quand l'employeur parle du problème avec le salarié, mais il ne faut vraiment pas parler d'addiction, pas parler de cas de produits. Il faut parler, il y a ce problème-là au travail où on s'inquiète pour toi parce que tu as fait ça, où on te voit fatigué, on te voit machin, on se demande s'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, du coup, on t'envoie au travail pour qu'il évalue la situation. Nous, après, on creuse. Et puis, s'il y a un souci lié au travail, effectivement, on va s'interroger et peut-être venir vers vous après pour voir si on peut améliorer la situation. Très bien, merci. Du coup, il y avait des questions justement par rapport aux outils peut-être et certains se posent la question. Donc, on peut regrouper peut-être les réponses, mais il y avait quels sont les contrôles du coup, possibles qui sont mis à disposition par l'employeur. On avait vu ce qu'on a le droit de demander, par exemple, un contrôle d'éthylotest ou des tests pour déceler les produits psychotiques. Comment ça se passe du coup à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, j'avais presque envie de ne pas le mettre sur le tableau pour éviter ces questions et mettre la focale là, sur les contrôles. Les contrôles sont des outils qui sont très limités par les informations qu'ils donnent, qui sont
à la main de l'employeur depuis quelques années, déjà l'éthylotest, il y a pas mal de temps, et le test salivaire, notamment depuis 2-3 ans. Il y a des modalités réglementaires à respecter pour les utiliser. Ils sont autorisés, je n'ai pas le sujet. Je veux juste pointer par là la limite de ces outils. Et il y en a beaucoup. Je vous prends juste le cas, je vous ai dit, là, juste à l'avant, posons-nous la question, est-ce que c'est un problème de sécurité, de qualité, de relationnel et d'image? Bon, nous avons par exemple une personne qui, dans sa vie privée, passe 3 nuits à jouer sur des jeux en ligne. Il fait 3 nuits blanches. Il va arriver au travail dans un état d'ivresse, une ivresse liée à un épuisement par manque de sommeil. Cette personne, si je suis employeur et que je me dis, tiens, cette personne, on va faire un éthylotest ou un test salivaire et on aura réglé son compte, parce que c'est quand même souvent, ça peut être l'intention, il y en a d'autres, je l'ai vu en préventif, si on peut faire des éthylotests, et je vais en parler quand même. Bon, mais là, on se trompe grandement. On est avec quelqu'un qui n'a pas pris de substance, mais qui est dans un état dangereux à son poste de travail. Si on attend la réponse de l'outil pour passer au retrait du poste, eh bien on est foutu parce qu'en fait, on ne répondra pas. La personne ne sera ni négative, ni positive à l'éthylotest, ni positive au test salivaire. Ce sont des outils qui peuvent faire cesser une situation à risque, à utiliser peut-être à petite dose pour ceux qui les ont mis dans les règlements intérieurs. J'observe qu'ils les utilisent très peu parce que c'est très peu facile d'utilisation et très contestable. Par contre, et comme ça a été aussi évoqué, ça peut être un outil de prévention, surtout pour l'éthylotest. Comme l'évoquait, je crois que c'est Roland qui en parlait dans les possibilités, dans la situation qui a été décrite, lors de temps festifs, de mettre à disposition des outils pour s'auto-évaluer. Ça, c'est encore une autre démarche. Ou alors, dans une démarche préventive, informer tous les salariés qu'une fois par mois, et ça arrive dans certaines entreprises du transport, il y aura un éthylotest, un contrôle qui sera réalisé en termes de sécurité routière. À ce titre-là, je trouve que ça a du sens et ça rentre dans le grand tableau que je vous ai présenté en termes de sensibilisation des salariés et non pas en termes de répression. En répression, on peut l'utiliser avec des pincettes. Et c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est pas, la prévention ne passe pas juste par l'éthylotest. Ce serait regarder le sujet par un tout petit espace qui est très dangereux à mon sens, en termes de relations sociales et en termes de véracité et d'efficacité en plus. Merci. Est-ce que quelqu'un veut compléter avant qu'on passe du coup à la dernière question pour respecter le timing? Sinon, on avait une dernière question, voilà, sur plus en lien avec la dernière partie de la présentation qui était en lien avec l'outil. Viviane, si tu l'as, je te laisse la parole. Ouais. Donc, je vous rappelle que oui, les liens, les outils, vous les aurez, hein, parce qu'il y a des questions là-dessus. Alors, un consommateur de cannabis qui fume le soir aura-t-il un risque d'accident en lien avec le cannabis quand il conduit un engin le lendemain matin? Je vais me permettre de répondre parce que c'est des questions qu'on a fréquemment. La question, est-ce qu'il sera positif à un test de contrôle? Oui, clairement. Hein, en général, c'est 12-24 heures. On a même, pour les fumeurs chroniques, ça peut aller beaucoup plus loin. On peut être sur plusieurs jours, voire semaines. Mais en général, on est quand même plus sur 12-24 heures. Hein. Après, est-ce qu'il y a encore des effets? J'ai envie de vous dire, c'est possible. On est sur des effets qui peuvent effectivement agir sur 12 heures, 24 heures. Quand même, l'effet maximal, il est dans les 2-3 heures qui suivent la consommation. On peut effectivement avoir un effet le lendemain matin, surtout si la prise de poste est tôt. Donc, c'est effectivement quelque chose qu'il faut prendre en compte, oui. Et qu'on essaie d'expliquer aux salariés quand on les voit en consultation. Merci. Et du coup, la dernière question, donc qui était plus en lien avec l'outil, notamment avant de lancer l'outil. Donc, ce qui avait été demandé, c'est avant de mettre en place donc, cet outil, est-ce qu'il y avait
des objectifs indicateurs qui devaient être co-construits avec l'employeur. Donc, est-ce que dans la méthodologie, le retour d'expérience terrain, comment ça s'est articulé pour vous? Et du coup, est-ce que vous avez pu avoir une réponse là, à ça? Est-ce que ça vient du coup avant ou après? Alors, je peux peut-être répondre à cette question. En fait, sur le terrain, les démarches qui ont été lancées, c'était en fait dans la continuité de l'évaluation des risques professionnels. Donc, il n'y avait pas spécialement de recherche, d'analyse, d'indicateurs ou même d'alerte qui avait été donnée au niveau même de notre service de santé au travail. Donc, on a fait la démarche en fait avec l'analyse des risques physiques, psychosociaux et les conduites addictives. Voilà. Mais vraiment, sans obligatoirement d'indicateurs. D'ailleurs, dans les 8 structures dans lesquelles on a expérimenté l'outil, voilà, on n'a pas fait de point avant avec l'employeur pour voir est-ce qu'il y avait des indicateurs, des signes, etc. Non. Très bien. Bon, mais écoutez, merci beaucoup. Je vais remercier l'ensemble des intervenants, l'ensemble des participants d'avoir suivi ce webinaire. Voici en fait l'ensemble de la documentation qu'on a référencée, les intervenants déjà, et l'ensemble de la documentation qu'on a pu référencer. Donc, notamment l'outil, bon, je vois que le lien a été transmis, mais il était ici et vous sera communiqué. On a un dernier webinaire du coup, qui a été reporté. Donc, aujourd'hui, c'était le 8, mais on a reporté le webinaire numéro 7, donc, qui est sur les RS mardi prochain. Donc, s'il y en a qui ne sont pas encore inscrits, donc, vous pouvez vous inscrire sur le site de la CC Occitanie et également de nos partenaires sur le site du PRST. Voilà, je vous remercie et maintenant je vais couper l'enregistrement. Je vous donne rendez-vous du coup mardi prochain. Je vous demande de rester 2 minutes pour remplir le questionnaire de satisfaction.